Il est spécialiste préparation et réponse aux urgences. Bonsoir Monsieur Boli et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Aram, content d'être avec vous. Alors aujourd'hui, on a une progression assez fulgurante de la Covid-19 au niveau du Sénégal. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous sommes dans une situation d'urgence? Nous le sommes depuis le premier jour. Dès lors qu'un seul premier cas d'un virus nouveau plonge pas seulement le pays où c'est apparu, mais plonge l'humanité tout entière dans une situation compliquée. Donc nous sommes en urgence depuis un certain moment. Mais maintenant, vous faites bien de pointer du doigt cet aspect-là. Qu'est-ce qu'une urgence? Est-ce qu'on peut passer 3 mois, 6 mois à gérer une urgence? En réalité, de manière générale, c'est que lorsqu'on gère une urgence, il ne faudrait pas que ça dure 3 mois. Dès lors que ça dépasse 3 mois, 6 mois, généralement on parle de développement en temps normal. Or là, on est dans le cadre d'une pandémie qui a ce que les Anglais appellent un timeline qui est moyen, qui est connu dans l'histoire. Et j'ai l'habitude de le rappeler. Il ne faut jamais se dire que ça va durer 6 mois ou 1 an. Non, il faut compter en moyenne. Non, c'est difficile. C'est la seule chose qui est sûre, c'est que rien n'est sûr en matière de pandémie. Maintenant, il y a des modélisations épidémiologiques qui se font pour aider les équipes de riposte à planifier des stratégies et des opérations. Mais est-ce que le Sénégal ne s'est pas mis dans l'urgence un peu trop tard? Parce que vous dites que l'urgence, c'est dès le premier jour. Non, on n'est pas rentré dans l'urgence très tard. Non. Je pense que dès le départ, en fait, des mesures en fait, qui devaient être prises l'ont été. On a juste un petit point. Ce n'est pas le moment de faire le bilan aussi, parce que franchement, à moins de 6 mois, vouloir commencer à critiquer les équipes de riposte, c'est méconnaître la complexité du travail qu'ils ont à faire. Donc je ne me permettrai pas de rentrer dans cet aspect-là. Encore que j'ai pas mal de choses quand même sur lesquelles j'ai des appréhensions. Mais on n'est pas là pour dire qu'il y a eu des manquements au départ, etc. Le seul manquement, et c'est celui-là qui affecte en fait tout le monde finalement, c'est la préparation. C'est qu'on a tous raté le volet préparation. Or, on sait qu'en moyenne, bon là, ça change. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait fermer plutôt les frontières ou il fallait mettre les gens en quarantaine? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Oui, il fallait prendre toutes ces mesures qu'on a prises 2-3 mois après. Il fallait les prendre dès le départ. Maintenant, c'est facile de le dire aujourd'hui. Mais nous qui sommes habitués à la question, parce que quand même ça fait des années on travaille sur la pandémie, avant même la pandémie. Depuis les Nations Unies, on a préparé tous les pays africains. Depuis 2007 jusqu'à 2011, 24 pays. À l'époque, on parlait de pandémie, les gens ne savaient pas. Donc c'est difficile pour les gens, pour quelque chose de totalement nouveau, en fait, d'avoir les bons réflexes. C'était extrêmement compliqué. Maintenant, ce que nous pouvons dire pour nous, pays africains, pas le Sénégal seulement, c'est que nous avons... Et là, encore une fois, ce n'est pas pour faire le bilan tout de suite, mais nous avons fauté en ce sens que nous n'avons pas tiré des leçons sur ce qui se passait ailleurs. On a eu la chance, entre guillemets, de voir l'épidémie partir de la Chine, donc l'épicentre partir de la Chine, durer presque 1 mois et demi, aller en Europe, y rester pendant 2-3 mois avant qu'on ait nos premiers cas à partir du mois de mars. Mais pendant tout ce temps-là, si vous vous souvenez, on était là à dire que bon, il faut 1,4 milliard pour faire de la préparation, etc. C'est juste méconnaître ce que c'est qu'une pandémie, que justement d'avoir très peu réagi en fait. Parce qu'au début, on avait dit que le virus n'évoluait pas très bien en Afrique parce qu'il y avait le soleil, on avait la peau noire qui pouvait lutter contre le virus, parce qu'on a eu des appréhensions qui n'étaient pas trop vraies aussi. C'est vrai. Maintenant, à part ce côté un peu, moi, qui me dérangeait de dire que ça ne touche pas les Noirs, ce qui est complètement une aberration. Nous ne sommes pas une espèce différente des autres. Nous faisons partie de l'espèce humaine. Donc, sauf que jusqu'à présent, l'Afrique est la moins touchée. Oui, alors ça c'est un mystère qu'il va falloir que... c'est seul le temps. Aujourd'hui, bien malin qui pourra dire... J'ai lu beaucoup d'articles qui sont écrits justement là-dessus. Pourquoi l'Afrique s'en sort plus ou moins bien? Donc on dit que c'est parce que nous avons l'habitude des épidémies. Bon, nous savons tous les thèses développées par les adeptes du professeur Raoult avec les histoires de la quinine, etc. Il y a les thèses d'ordre climatique en disant que bon, c'est parce qu'il fait chaud, etc. Mais on a vu, actuellement, il y a des rebonds en Europe, par exemple,
ou ils sont en été. Donc là aussi, c'est une des particularités de ce virus. C'est-à-dire que même la chaleur, normalement, un virus de la famille de coronavirus, c'est la grippe. Hein. Donc quand il fait froid, ça se développe. Quand il fait chaud, ça s'arrête. Mais là, on voit que ce n'est pas le cas avec il y a au niveau du Sénégal certains spécialistes qui disent que le nombre de cas comptabilisés aujourd'hui au niveau national est sous-évalué. Est-ce que vous le pensez? Mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a une étude qui a été faite il y a juste une dizaine de jours. Est-ce qu'on peut évaluer justement à juste titre l'épidémie? Il est possible d'avoir une idée, une photographie. Les statistiques, comme on dit, ce n'est pas la réalité, mais ça donne une bonne idée de la réalité. On peut le faire. Et on devrait le faire. Et c'est là aussi un des éléments sur lesquels on devrait insister sur la riposte au Sénégal. Et pas seulement dans nos pays africains en général. Parce qu'il y a un problème de données. Un des éléments majeurs d'ailleurs qui expliquerait les faibles chiffres en Afrique serait qu'on est dans un continent où on ne teste pas assez, donc on n'a aucune idée finalement de quel est l'état, la situation de la maladie. Mais nous, au Sénégal, j'ai fait beaucoup de pays, je connais la capacité de riposte des pays de l'Afrique subsaharienne en particulier. Je sais que le Sénégal peut faire mieux. Non, parce qu'on a les moyens, on a les outils, on a l'expertise pour faire mieux. D'accord? Maintenant, c'est l'université de Johns Hopkins qui a fait l'étude pour dire que pourquoi les données, même au niveau mondial, on parle aujourd'hui de presque 18 800 000, mais même ça, c'est juste à titre indicatif, comme ça, on sait qu'il y en a plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de tests. Aujourd'hui, vous voyez, aux États-Unis, il y a des problèmes pour trouver des tests. Vous vous rendez compte, aux États-Unis, on peut rester 2 semaines après avoir fait son prélèvement pour avoir le résultat. 2 semaines aux États-Unis, pour vous dire la complexité de la situation et la prudence avec laquelle nous devons appréhender toute la problématique. Bref, il y a des États qui masquent les données parce qu'il y a des incidences économiques palpables qui font qu'ils n'ont aucune envie de présenter une situation dramatique, catastrophique. Et nous, on est dans quel lot? Dans ce tableau que vous venez de faire? Écoutez, pour moi, au Sénégal, en fait, nous sommes comme dans la plupart des pays d'Afrique, c'est-à-dire les pays à moyens limités. Sincèrement, nous l'aurions voulu. Aujourd'hui, je ne pense pas que nous avons la capacité d'avoir une photographie claire de l'état de l'épidémie. C'est pour 2 raisons. Premièrement, c'est parce qu'on n'a pas, j'ai dit, l'argent. Mais deuxièmement, il faut trouver les réactifs. Mais ce n'est pas ici que ça se fabrique. Il faut les commander à l'extérieur. Et là, aujourd'hui, vous voyez combien c'est compliqué justement d'avoir ces réactifs-là. Donc, on est dans une situation où il faut multiplier peut-être par 5 ou 10 pour avoir un peu idée de la réalité. Pour le moment, on nous dit que cette option-là n'est pas envisageable parce qu'on a décidé de mettre à côté la surveillance des cas asymptomatiques. On est face à une situation bien déterminée. Quelle est aujourd'hui la solution que vous nous proposez face à cela? On ne peut pas avoir autant de tests. Mais comment peut-on faire pour éviter le pire? Il n'y a pas de secret. Je l'ai dit quelque part. Pour moi, il y a 3 choses que tout le monde sait et qui sont extrêmement faciles à faire. Premièrement, c'est de porter des masques. Lorsqu'on est dehors, en public, dans des espaces. Deuxièmement, il faut se laver les mains régulièrement. Je suis désolé de répéter des choses dont on parle depuis 4-5 mois, mais il n'y a pas d'autre chose. Troisièmement, il faut éviter les regroupements. Mais sauf qu'au début de la maladie, on nous avait dit que les Sénégalais s'étaient autoconfinés de façon vraiment volontaire. Ils étaient restés chez eux. Les Sénégalais avaient voulu acheter des masques. On leur avait fait comprendre que c'est le corps médical qui en avait le plus besoin. Et à l'arrivée, on revient à la case départ. Oui, non, mais avec... Est-ce que ça peut régler le problème? Non, il y a 2 choses dans ce que vous dites. La première, c'est que, de toute façon, encore une fois, ce virus, tous les jours, on en apprend. Et l'histoire des masques, est-ce que c'est juste pour le personnel médical ou c'est pour tout le monde? Même en France, ils ont fait la même erreur. On ne connaît pas, c'est un virus qui est nouveau. Donc il faut qu'on accepte aussi, on va faire du learning by doing. Au fur et à mesure qu'on avance, on découvre des choses. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas, à mon avis, et là c'est là où je vais insister, je le dis partout, il faut qu'on fasse la distinction. Qu'est-ce que c'est qu'un confinement? Nous, on n'a jamais fait de confinement au Sénégal. Il faudrait qu'on fasse attention. On a fait un état d'urgence avec un couvre-feu. Mais ce n'était pas un confinement. C'est-à-dire, au début, c'était de 6h à 19h. Les gens pouvaient circuler, donc le virus pouvait circuler. Puis après, c'était de 5h du matin à 22h, puis etc. Donc,
Maintenant, est-ce que nous tous, on va pas, c'est un débat sur lequel on ne va pas revenir, l'histoire de, on ne peut pas, les pays sous-développés, même les pays développés ont du mal, à fortiori nous, on ne va pas revenir sur ce débat-là. Mais il y a quelque chose à faire et je crois que c'est à ce niveau-là. Le ministre de l'Intérieur fera face à la presse demain. Il est attendu des mesures pour peut-être ramener la population à se conscientiser davantage. Qu'est-ce que vous attendez de ce face-à-face avec la presse? Eh bien, ce serait vraiment important, et je pense que le ministre va le faire à mon avis, c'est de mettre en place finalement en fait, des mesures mais de contrôle du respect des mesures barrières, ne serait-ce que dans l'espace public. On ne peut pas continuer comme on le fait aujourd'hui au Sénégal et espérer éviter le pire si on confond assouplissement et relâchement. Quand on a fait l'assouplissement, quand le chef de l'État a parlé d'assouplissement, il n'était pas question de relâchement. Maintenant, on le dit, on le répète, ce sont les responsables eux-mêmes qui doivent donner l'exemple. Parce qu'il y a la pédagogie par l'exemple. Si vous êtes responsable, vous êtes preneur de décision, decision maker, et que c'est vous-même qui ne respectez pas les mesures barrières, c'est difficile derrière d'amener les gens à adhérer. Est-ce que c'est le président de la République lui-même qui n'est pas le premier responsable de cette situation-là quand il a demandé aux Sénégalais d'aller vivre avec le virus? Ce qui, les politologues ont réfléchi là-dessus et ont dit qu'il aurait tardé 2 semaines, peut-être 3 semaines à le dire, il y aurait des émeutes parce que les gens n'en pouvaient plus. Donc je pense qu'il a pris une décision finalement. Sous la pression. Oui, mais souvenez-vous, les commerçants, souvenez-vous, tout le monde, etc. Il y avait des pressions de partout, les religieux, tout le monde a fait la pression. Et là, la marmite a bouillé. Il était juste devant une situation improbable. Évidemment, il y a l'aspect économique qu'il ne faut pas nier, c'est vrai. Maintenant, c'est ça aussi le challenge que le virus là nous donne. Comment gérer la riposte tout en préservant en fait les fondamentaux économiques qui vont faire que la société ne va pas exploser. Parce que c'est quand même un défi extraordinaire. Êtes-vous convaincu en tant qu'expert que le respect strict des mesures barrières pourrait faire reculer drastiquement le virus? Absolument, absolument. Vous savez, tant qu'on n'a pas trouvé le vaccin ou un médicament, on n'a pas d'autre choix de nos jours. C'est de respecter les mesures barrières. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'on soit un peu frileux. Si jamais, dans 2 semaines, on nous dit finalement, oh là là, les masques, en fait, finalement, c'est même pas la peine. Parce que je viens de lire quelque chose là-dessus. Que, bon, je ne vais pas en parler ici parce que vous êtes regardés. Je ne veux pas que tout de suite les gens jettent leurs masques. Mais, vous voyez, c'est que tous les jours, en fait, le virus montre un visage et la science avance et on découvre. Mais sincèrement, pour répondre à votre question, c'est il faut que les gens respectent les mesures barrières. Et moi, ma crainte, c'est que, considérant la sociologie de notre continent, de nos pays, oui, c'est surtout les regroupements, les lieux de regroupement. Mais ça continue, on a des baptêmes, des mariages, les funérailles. On vient de la Tabaski. Où beaucoup de monde se rassemble. Oui, mais justement, et demain, il faudrait que le ministre, justement, dans cet effort de guerre. Eh bien, moi, j'attends beaucoup de la conférence du ministre demain pour savoir comment est-ce qu'on va gérer ces trucs. Vous connaissez, allez par exemple juste en France, pour donner un exemple que nous connaissons, qui nous est le plus familier tous. Quand il y a une situation grave, il y a un plan qui s'appelle plan Vigipirate, où on sort des soldats qui sont armés, qui font des patrouilles dans tous les espaces névralgiques, sensibles, etc., pour contrôler justement que tout va bien, etc. Ouais. Ici, c'est vrai, c'est pas le même contexte, terrorisme, c'est pas la pandémie, mais je veux juste dire qu'il faut de la dissuasion et du contrôle. C'est-à-dire que jamais on va respecter les mesures barrières, surtout au Sénégal. Il y a des sanctions. Il faut sanctionner. Pénalement ou pécuniairement? Non, pécuniairement. Il faut toucher là où ça fait mal. Pénalement, il y a des gens qui sont prêts à aller en prison, mais si tu touches leur poche, oui, là, ça ne va pas aller là. Là, ils sont pas. Et je suis sûr et certain que si on commence à faire ce qu'il fallait faire depuis qu'on nous a dit que les masques sont nécessaires, c'est une des meilleures mesures barrières, justement, c'est qu'il faut faire des amendes. Si quelqu'un ne met pas son masque, il met une amende. Mais vous avez vu actuellement, tout est effectivement, mais vous reprenez les bus, les clandos, les gares routières, les marchés, partout, oui, etc. Mais c'est un léger total. Et pourtant, tout le monde sait. J'ai dit l'autre jour, quelque part, que même un gamin de 4 ans aujourd'hui sait ce que c'est que le coronavirus, sait ce que c'est qu'un masque.
Donc, ce n'est pas un problème de sensibilisation. Il y a beaucoup de gens que je vois passer dans les médias. Oui, on doit sensibiliser, on doit faire ceci. Mais qu'est-ce qu'on doit dire de plus aujourd'hui? Après 5 mois, il faut appliquer les mesures dont on sait aujourd'hui qu'elles sont porteuses en fait de santé publique. Vous avez pris part à la lutte contre Ebola en tant qu'expert de la Croix-Rouge. Qu'est-ce qui a été déterminant dans cette lutte-là qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez gagné ce combat? Malheureusement pour Ebola, vous voyez, que ce soit en Afrique centrale ou ici même en Afrique de l'Ouest en 2014-2016, vous voyez, ça a duré très longtemps, plus d'1 an. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Et c'était plus mortel d'ailleurs. Et c'était plus mortel parce que la létalité du virus Ebola est plus forte. Bon, toutes les pandémies, tous les virus sont particuliers. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû prendre le temps de faire de l'engagement communautaire. Et de faire, surtout en Guinée, on a fait quelque chose d'assez, ce qui est en train d'être tenté ici actuellement à Dakar, parce que c'est des gens qui étaient en Guinée avec moi qui ont vu ce qui se faisait. C'est ce qu'on appelle les beneficiary communications. C'est des activités de sensibilisation, mais qui sont très, très ciblées et spécifiques dans la manière dont c'est pensé. Et c'est par des acteurs de la communauté, pas des acteurs externes à la communauté, que ça se fait. Donc du coup, en fait, là, on part dans le changement de comportement. Mais est-ce qu'on ne s'y est pas pris très tard au niveau du Sénégal? On s'y serait pris un peu plus tôt. On n'aurait pas encore eu de résultats avant 1 mois, 1 an, etc. C'est ça, Aram, le problème. C'est-à-dire que actuellement, le changement de comportement, c'est quelque chose qui prend du temps. Il ne faut pas qu'on nous trompe, qu'on nous dise que non, il faut faire des sensibilisations, tout de suite les gens vont adhérer. Mais quand le Khalife général des Mourides, dès le départ, qui sort, qui met une contribution financière, qui demande aux gens de respecter ce que les médecins disent, et oui, on n'a jamais respecté ça. Donc je veux dire, l'engagement ne peut pas être plus loin. C'est vrai maintenant, il ne faut jamais baisser les bras. Et c'est pour répondre à votre question. C'est-à-dire que ce soit en RDC. RDC, nous avons des groupes armés même qui nous empêchaient d'aller dans les trucs. Encore que là, on avait des solutions techniques pour répondre à la crise. Mais on n'arrivait pas à entrer dans les zones affectées, notamment dans une zone qui est extrêmement dangereuse. Mais même là-bas, il a fallu en fait finalement jouer avec le temps. Mais réduire la circulation du virus. Et c'est ça qui est le plus important. Pour que les Sénégalais aussi puissent s'approprier le combat, il va falloir aussi qu'ils soient davantage sensibilisés. On a entendu notre khalife, le khalife général des Tidjanes, toujours dire qu'il faut que le gouvernement tienne un langage de vérité aux Sénégalais. On a comme l'impression que les Sénégalais ne sont pas informés de façon vraie sur les vrais chiffres et sur la maladie elle-même. C'est sûr que l'information vraie, nous ne l'avons pas. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des aspects qu'on va forcément nous cacher. Le khalife général de Tidjane a été constant dans sa participation à la sensibilisation. Dès le premier jour, avec un langage de vérité et puis son tempérament qu'on lui connaît. Mais franchement, je veux dire, aujourd'hui, des voix autorisées dans ce pays parlent. Maintenant, la population, l'application, il y a un gros souci. J'ai dit l'autre jour que moi, de mon point de vue, c'est qu'en fait, et ça rejoint la question précédente, c'est comment on a fait dans les autres pays. Ouais. Encore que ce n'est pas les mêmes crises, hein, parce que chaque pandémie a sa particularité. Là-bas, d'ailleurs, ce n'était pas devenu une pandémie parce que ça n'a pas touché le monde, c'était circonscrit. Mais il y a quand même des fondamentaux, des similitudes sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire une analyse. Eh bien, le plus essentiel, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il faut absolument qu'on arrête la circulation du virus dans la communauté. Et pour cela, la sensibilisation, elle est importante, mais elle n'est pas la seule et unique. Mais on ne peut pas imposer à quelqu'un aussi quelque chose qu'il n'a pas. Si on ne peut pas dire aux Sénégalais, mettez tous des masques, alors que un Sénégalais, ce n'est pas tous les Sénégalais qui ont les possibilités d'aller se procurer des masques. Il faut que l'État aide les Sénégalais à avoir des masques. Merci pour cette question-là. Et là, je vais vous surprendre et je vais me faire beaucoup d'ennemis, entre guillemets, aujourd'hui. Mais franchement, on sort d'une tabaski. L'investissement pour aller faire la tabaski, ça coûte combien? Quand il s'agit de... Bon, d'accord, c'est la tabaski, mais c'est du farata. Les gens, quand il faut aller épouser une deuxième, troisième femme,
Ils sont capables de te trouver les moyens. Mais quand il s'agit d'acheter un masque, vous me dites que 500 francs, non, il faut que l'État nous aide, etc. Moi, je ne veux pas être dans la posture de tout attendre de l'État. Je pense qu'on devrait... On ne connaît pas nos priorités. Mais oui, non, mais justement, faisons-en aujourd'hui une priorité. Regardons tous ceux qui sont partis, depuis Pape Diouf. Oui. Les autres pays n'ont pas cet exemple-là. Je communique avec des amis un peu partout en Afrique qui me disent, oui, vous au Sénégal, au moins dans vos sensibilisations, vos communications, vous pouvez utiliser des exemples. Vous avez tellement de pointes qui sont parties. Combien notre élite est en train d'être décimée. Vous étiez en train de dire on n'a pas toutes les informations. Mais on ne nous dit pas tout, effectivement. Mais il y a quelque chose de grave qui se passe. Et qui se passe dans tous les pays, ce n'est pas une particularité du Sénégal, mais en tout cas, c'est notre pays qui nous intéresse. Eh bien, il y a des choses graves avec cette pandémie-là. S'il faut mobiliser des ressources, si l'État n'est pas en mesure de distribuer, ça m'étonnerait que l'État puisse distribuer autant de masques à autant de Sénégalais. On est 16 millions, je ne sais pas combien sont à l'intérieur du pays, vu qu'on est un peuple d'immigrés. Mais comme on fait quand on a besoin de faire des baptêmes, aller au mariage, sortir faire des pique-niques à la plage pour les jeunes. Est-ce que vous êtes associé à la réflexion? Parce que les idées que vous donnez ou les propositions que vous pourrez faire, est-ce que vous avez été consulté? On a un comité de gestion des épidémies. Ils me regardent, donc ne me mettez pas en mal avec eux. En tout cas, moi, j'ai été les voir. J'ai été les voir dès le début de la crise. Moi, je ne travaille pas au Sénégal. Je suis rentré de mission et par hasard, la crise m'a trouvé ici dans mon pays. Donc, j'ai été voir, j'ai rencontré le docteur Bousso, un gars extraordinaire, formidable, respecté dans le monde entier, en particulier en Afrique. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai été voir, je salue d'ailleurs le docteur Lee qui nous a mis en lien et tout ça. Maintenant, ça s'est arrêté là. Moi, je suis là. Je fais ce que je peux dans mon coin. Qu'est-ce qui est sorti de ces discussions? Vous l'avez rencontré, mais dites-nous au moins ce que vous avez tiré de cette discussion. Écoutez, je préfère faire un joker. En tout cas, moi, je suis disponible pour mon pays, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est comme si il n'y avait pas de collégialité dans ce combat-là contre le coronavirus. Non, ils font un travail très compliqué. Ce n'est pas le moment de les critiquer, c'est peut-être le moment de leur dire attention. C'est dans la critique que l'on s'améliore aussi. C'est vrai, mais vous savez, en début d'émission, je vous ai dit, on ne riposte pas à une urgence au-delà de 3 mois. Une des raisons fondamentales, c'est que c'est la fatigue. Les gens qui sont dans les hôpitaux, le personnel médical, qu'on applaudit tous les jours, les professeurs qui est hyper infectés aussi. Oui, mais vous vous rendez compte, ces gens-là travaillent 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, mais ces gens-là sont fatigués. Ils sont fatigués. Donc, soyons critiques, mais soyons constructifs. C'est pas parfait. La riposte sénégalaise n'est pas parfaite. Elle n'est pas la pire en Afrique. Nous avons des données qui sont ce qu'elles sont. Et nous sommes là. En tout cas, les Sénégalais ont été tolérants. À l'arrivée, ils nous ont servi plus de 10 000 cas de coronavirus et plus de 200 morts. Ouais. Jusqu'où on va aller? Officiellement, si on reste tolérant. Officiellement, c'est 10 000 cas, mais on a dit que ça peut être peut-être beaucoup plus. Seydina Alioune Boly, spécialiste préparation et réponse aux urgences. Et on termine juste par cette information. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui annonce sa candidature, un 3e mandat pour la prochaine présidentielle qui va se tenir en octobre. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci également à Binta Diallo et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Passez d'excellents mois en compagnie de nos programmes.